Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire ID for Mobility. Aujourd'hui, on va parler design sous contrainte avec l'idée de concevoir avec et au-delà des normes. Un rapide rappel sur ID for Mobility avant de laisser la parole à nos intervenants du jour. On est vraiment le pôle de compétitivité mobilité terrestre du Grand Ouest. Donc on est basé sur Bretagne, Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine et notre mission c'est vraiment d'accélérer l'innovation et la transformation industrielle des acteurs de la mobilité terrestre. Donc via des actions d'expertise et développement, d'animation des montages de projets d'innovation et de la performance industrielle. Euh, hop. Pour s'il y a des sujets qui vous intéressent, un petit moment agenda pour nos prochaines animations. En ligne, il y aura un webinaire le 19 mars sur la digitalisation des chaînes logistiques, un sujet qui est très porteur en ce moment avec pas mal d'appels à projets qui ont été ouverts et le sont encore. Donc n'hésitez pas si ce sujet vous intéresse. Le 2 avril, ça sera plutôt sur l'IoT et l'IA au service de l'efficacité ferroviaire. Et ensuite, nous aurons le meet-up mobilité photonique en présentiel à Rennes, où là, cette fois-ci, ça sera un événement complet autour de la photonique et de ses applications diverses en mobilité. Également, je vous l'ai dit tout à l'heure, en tant que pôle de compétitivité, on a vraiment une mission d'animation des sujets d'innovation. Donc, sachez que sur notre site internet, vous retrouverez les principaux appels à projets ouverts et en cours en lien avec la mobilité terrestre. Donc là, on en a extrait quelques-uns, donc notamment le CORAM, qui est un appel à projet innovation majeur de notre filière qui est ouvert actuellement. Comme on va en parler aujourd'hui aussi, rappel sur l'appel à projet ADEME qui est ouvert sur les investissements d'éco-conception et aussi un dispositif ANR qui permet d'avoir des partenariats de long terme autour de l'innovation, qui est le LabCom, qui est également ouvert en ce moment et on peut vous accompagner sur ces sujets-là. Juste avant de laisser la parole à nos trois intervenants que je remercie vivement, je voulais juste vous indiquer que pour les questions, ça sera en fin de webinaire. Donc vous pouvez les saisir au fur et à mesure dans le chat qui est disponible à cet effet. Et on prendra les questions au fil de l'eau à la fin de la présentation. Hop, je vais pouvoir laisser la parole à Jean-Baptiste qui va commencer par nous parler des PP et qui va nous parler de la solution au code sur le sujet. Merci, Léonore. Alors, hop, c'est bon, mon écran C'est est bon. visible. Écoutez, bonjour à tous. Donc, je suis Jean-Baptiste, je suis un des dirigeants de Ocode. Et donc, nous, on est spécialiste notamment du DPP, entre autres, dans le cadre de nos activités, notamment dans le cadre du vélo. On s'occupe du fichier national parce qu'aujourd'hui, pour vendre un vélo, il faut qu'il soit marqué et enregistré dans un fichier. Et donc, on s'occupe de ce registre pour le compte de l'État, donc avec Yann Group. Et on s'occupe aussi de tout ce qui est outils digitaux pour les fabricants et les revendeurs de vélos, notamment, pour enregistrer, marquer les vélos. Donc, on a notamment comme clients Decathlon, Intersport, Bicicode et donc d'autres opérateurs comme Moustache qui font appel à nos services, notamment pour apporter des outils en usine, en point de vente et pour le B2C, notamment pour avoir un vélo enregistré et suivre l'évolution de son vélo. Donc, ce qu'on va parler à l'instant. Et donc, dans le cas présent, donc le DPP, donc le Digital Product Passport, donc c'est quoi? Donc, on entend de plus en plus parler, mais donc, c'est une réglementation européenne qui met en place la transparence, notamment du consommateur. Donc ça, c'est le premier point. Et la traçabilité et la durabilité des produits donc, sur le marché européen. Donc la traçabilité vis-à-vis des fournisseurs, donc en amont, donc, notamment tous les matériaux qui sont utilisés pour fabriquer le produit et les composants qui sont rattachés. Et donc l'objectif, c'est de favoriser donc l'économie circulaire. Donc ça va être un sujet ce matin. Réduire aussi l'impact environnemental et, comme je l'ai dit, donner de la transparence aux consommateurs
qui est le premier objectif, et donc et aux futurs consommateurs, avec notamment les deuxièmes mains. Euh, donc c'est aujourd'hui une obligation qui va être notamment liée aux batteries. En tout cas, c'est la première réglementation. Donc les vélos électriques sont notamment en tout cas concernés. Donc l'obligation sera aujourd'hui le 18 février 2027. Donc il nous reste une petite année. Donc, en tout cas, pour être en conformité, il faut être évidemment avant le 18 février 2027. Donc ça concerne les fabricants et les distributeurs. Notamment dans le cadre du vélo, les vélos musculaires seront aussi concernés parce que donc en fait tous les matériaux qui sont fabriqués avec que ce soit les métaux, le caoutchouc, le plastique ou autres produits, même tout ce qui est carbone, ils ont un cycle de vie, donc il faut les tracer et pour notamment favoriser la circularité et la durabilité du produit. Donc comment ça se comment ça se matérialise. Donc, je vais vous montrer après un front qui présente le sujet. Donc, on a notamment des données à fournir qui sont importantes, qui vont concerner donc l'ensemble du DPP. Donc, il y a une première donnée qui est l'identification du produit. Donc, ça va être le numéro de série, par exemple. Ça peut être aussi le code APIC dans le cadre du vélo, qui est le code notamment qui est délivré pour marquer le vélo, ou tout autre identifiant, mais qui doit être unique. Donc QR code ou autre identifiant. Donc ça, c'est pour créer la carte d'identité. Ensuite, on va avoir la composition et donc les matériaux qui doivent être enregistrés dans le digital passport. Donc la liste des matériaux, donc avec le cadre, les pneus, par exemple, les batteries. Donc les batteries qui sont, elles aussi, bien sûr, très concernées avec un DPP propre à elles. Donc il peut être rattaché dans ce DPP-là. Et donc avec les origines et les taux de recyclabilité notamment. Donc l'origine, c'est donné par exemple via le fournisseur comment a été fabriqué tel matériau avec voilà, date de fabrication et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de données à aller chercher. Et donc c'est pour ça qu'il faut l'anticiper. Ensuite, on va avoir de la performance environnementale, donc notamment tout ce qui est empreinte carbone. Ça, on commence à être familier de ça. La durabilité et la possibilité de réparer et recycler le produit. Donc, notamment avec de la documentation, la réparabilité avec des indices de réparabilité et ainsi de suite. Ensuite, la traçabilité, donc avec les origines des composants et les conditions de fabrication. Donc, par exemple, quand est-ce qu'a été produit le vélo, où est-ce qu'il a été produit, les conditions de fabrication et ainsi de suite. Donc, avec une traçabilité assez fine qu'on doit donner. L'idée, c'est que cette traçabilité continue au fur et à mesure de la vie du produit. Et puis des conformités réglementaires, notamment tout ce qui est les normes européennes applicables. Donc j'ai mis un exemple, par exemple pour les vélos électriques, c'est la batterie. Donc notamment cette norme, c'est notamment la norme qui limite les vélos à 25 km/h. Et la certification ou garantie du produit. Donc certification, ça peut être des certifications liées au moteur, liées à plein d'autres choses. Donc on doit mettre tout ce qui est certification rattaché à ce DPP. Et puis après, les instructions d'entretien et de fin de vie. Donc là, c'est tout le cycle de vie. Donc, l'alimentation qui va se faire de propriétaire en propriétaire si, il y a plusieurs propriétaires dans le cycle de vie du produit. Donc, comment ça se matérialise? Donc là, il y a une démo. Donc là, c'est des imprimés écran. Je vais mettre une démo en place. Donc là, par exemple, je suis chez l'opérateur Bicicode. Donc, quand je suis propriétaire d'un vélo, j'ai un garage à vélo. Donc là, c'est mon garage à moi, mais il y a plein de vélos, mais c'est bien sûr plus de tests qu'autre chose. Et donc, on va aller sur un vélo. Et donc là, je vais rentrer dans un passeport digital. Donc là, on est dans le passeport. Donc, on va avoir la photo et le nom du produit avec sa carte d'identité. Donc ça, c'est ce que je disais tout au début. C'est donc l'ID unique. Donc avec le code FUNCI, là, c'est le code APIC. Le nom de l'opérateur, la marque, le modèle, ainsi de suite. On va avoir la description aussi, donc là on peut mettre du storytelling ou en tout cas
des choses un peu plus marketées, liées à la marque, liées à l'objet. Donc là, on peut faire évidemment ce qu'on veut. On va avoir tout ce qui est, donc dans le vélo, on appelle ça la baume, mais la configuration du produit, donc avec toutes les caractéristiques qui sont liées au produit et accessoires. Donc on peut aller dans le détail de façon assez fine. L'idée, c'est qu'on puisse récupérer le maximum d'informations des fournisseurs pour pouvoir l'implémenter dans cet espace-là. Ici, on va avoir le carnet d'entretien. Donc, l'entretien, c'est ben, tout ce qui est le cycle de vie du produit, avec voilà, date de création, les transferts de propriété, ainsi de suite. Donc, nous, notamment, on est connecté avec les systèmes de caisse, notamment dans les points de vente et les réparateurs. Donc, ce qui permet que quand vous allez mettre le vélo en réparation, on va récupérer, notamment via les systèmes de caisse, les factures, les garanties, les événements, et donc on va alimenter donc le carnet d'entretien directement via ces événements. Ça évite, évidemment, en tant que propriétaire, de le faire au fur et à mesure, parce qu'on sait très bien que dans la vraie vie, personne ne le fait. Donc, pour que les choses soient alimentées, qu'il y ait un cycle de vie qui se fasse, il faut être connecté quand même au système, en tout cas qui permet dans le réseau de pouvoir alimenter ce carnet d'entretien, donc le passeport digital. Ensuite, on a tout ce qui est lié à la documentation. Donc, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Donc là, c'est tous les certificats, les documents. Donc, bon, là, j'ai des captures d'écran, mais en tout cas, tous les documents vont arriver ici. Donc, c'est un coffre-fort numérique, hein. Donc, nous, on est notamment on trace les documents et on certifie les documents via une blockchain. Donc, ce qui permet d'avoir une garantie d'authenticité, notamment de la documentation, le jour où vous récupérez, ou en tout cas vous rachetez, par exemple, ce vélo. Ensuite, on a tout ce qui est numéro de série. Donc là, on peut aller plus loin encore, notamment dans des sous-catégories. Donc, par exemple, je veux notifier celle du moteur, celle de la batterie, celle du groupe. Enfin, on peut faire beaucoup de choses là-dessus. Et puis après, tout ce qui est statut du vélo, donc ça c'est plutôt réglementaire, donc déclarer un vol, déclarer la vente ou autre chose. On a les systèmes de copropriété, donc là, ouais, c'est bon. Donc voilà tout ce qui concerne en tout cas l'univers du vélo. Mais dans l'univers par exemple de l'automobile, on est un peu dans le même système, c'est-à-dire qu'on peut fournir des DPP, donc on le fournit déjà dans certaines concessions. Donc, au lieu que ça soit un vélo, c'est une voiture. On est évidemment connecté au système d'encaissement, en tout cas au système d'information des concessionnaires. Et donc, au fur et à mesure de l'entretien du véhicule, c'est exactement la même chose. Ça va s'alimenter de la même façon. Donc voilà pour la démo. Donc, ce qu'il faut retenir aussi sur ce sujet-là, je vais me mettre en plein écran. Hop, j'arrive. C'est que ça crée évidemment des opportunités. Donc aujourd'hui, on peut dire que ceux qui le font, ça peut être un avantage concurrentiel et donc qui vont le mettre en place de façon sérieuse. Ça amène aussi un renforcement de l'image de marque avec la transparence au consommateur et la durabilité du produit. Donc on peut se sentir en confiance. C'est un sujet qui est clairement dans l'économie circulaire, avec des nouvelles sources de revenus, par exemple, liées à la seconde main, donc, ou la réparabilité. Donc, des marques, notamment, on a pas mal de clients, notamment si on peut prendre le cas de Decathlon ou Intersport. Euh, Évidemment, le sujet de la seconde main est un sujet qui est très important. Et donc, avoir un produit qui a une traçabilité et une documentation fournie et certifiée a plus de valeur qu'un produit qui peut-être n'en a pas. Optimisation de la chaîne d'approvisionnement. Donc là, ça peut apporter une rigueur, en tout cas de traçabilité vis-à-vis des fournisseurs. Donc, c'est une opportunité aussi. Donc, pour collecter la donnée qu'on faisait peut-être pas avant. Et ensuite, renforcer la relation client. Donc, c'est clairement un outil qui permet aux marques et aussi aux distributeurs de créer de la relation client via ce canal de communication et renforcer le suivi produit. Donc, le suivi produit, par exemple, par exemple, j'ai une campagne de rappel à faire sur un produit là. Je vais pouvoir rappeler les produits spécifiques qui doivent être rappelés. Donc là, on va avoir des campagnes très ciblées, ce qui évite d'avoir une campagne beaucoup plus large si on a des rappels produits. Voilà, j'ai essayé d'être très concis parce qu'on peut en parler longuement.
Voilà, je suis à votre disposition si vous avez des questions après l'intervention des deux Mm. compères. Je laisse la suite à Mais Eleonore. exactement. Merci beaucoup, c'était très clair. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat et de toute façon après il y aura un petit questionnaire en fin de webinaire, on pourra vous transmettre les coordonnées des intervenants si jamais vous souhaitez vraiment approfondir un sujet ou un autre. Merci encore. Là, on va passer la parole à Yannick de chez EVA qui va nous parler des grands principes de l'éco-conception. Voilà, Yannick, je te laisse la parole, je te laisse prendre le partage de l'écran. Juste ton micro est encore coupé pour l'instant. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, oui. Et j'arrive. Désolé. Voilà. Euh, donc, je vais essayer de vous présenter très rapidement l'éco-conception et notamment le lien entre l'éco-conception et l'innovation. Euh, donc, très rapidement, je suis Yannick Franck, je fais partie de d'EVA, qui est une scope de près de 150 personnes. Euh, on est donc un cabinet de conseil qui a pour vocation d'améliorer la performance environnementale et sociale des entreprises. Et donc, très rapidement, on va dire qu'on a nos activités peuvent se répartir en quatre activités principales. Un qui est la compréhension et l'évaluation des enjeux environnementaux et sociaux, la valorisation des résultats, l'accompagnement à la transformation des projets et des entreprises et l'intégration des outils d'éco-conception. Donc voilà pour la présentation rapide de notre cabinet. Et donc aujourd'hui, je vais parler très rapidement de l'éco-conception et notamment l'éco-conception pour identifier des pistes d'innovation. Parce qu'effectivement, l'éco-conception peut être souvent perçue comme plutôt une contrainte, c'est-à-dire une obligation qu'on va s'imposer de réduire les impacts environnementaux. Mais on peut aussi prendre l'éco-conception comme une opportunité pour innover. Et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer. Donc la première chose à bien avoir en tête, c'est que l'éco-conception, c'est une démarche. Donc c'est une démarche qui avec un certain nombre d'étapes. Donc la première étape, c'est de bien comprendre les enjeux environnementaux de ces produits, de ces systèmes, pour ensuite choisir des défis d'éco-conception qu'on va décider sur lesquels on va essayer d'aller, des axes d'innovation. Et enfin, on va chercher des solutions et on va les mettre en œuvre. Je vais essayer d'illustrer ça avec des petits schémas. Donc, quand on parle d'éco-conception et des enjeux environnementaux, il faut bien avoir en tête. L'objectif qu'on a, c'est de repérer ce que nous on appelle les hotspots, c'est-à-dire les points les points chauds au niveau des impacts environnementaux. Et donc, on a toujours une approche, une triple approche. On a une approche multi-étapes. Donc, c'est quelque chose dont vous avez déjà dû entendre parler, parce qu'on travaille toujours en cycle de vie. Donc, l'objectif de l'approche multi-étapes, c'est d'identifier rapidement quelle est l'étape du cycle de vie la plus impactante. On a aussi une approche multi-indicateur, c'est-à-dire que les impacts environnementaux, ils peuvent être différents. On peut avoir évidemment l'impact sur le changement climatique, mais aussi sur l'épuisement des matières premières ou sur la pollution ou sur l'usage de l'eau. On a un certain nombre d'indicateurs environnementaux et là, de la même manière, l'objectif, c'est de cibler les indicateurs environnementaux sur lesquels il faut se focaliser. Et enfin, on a une approche
multicomposants, c'est-à-dire qu'on étudie tous les composants du système. Et là, la démarche, c'est la même, c'est de cibler les composants qui sont les plus impactants pour concentrer les efforts d'innovation. Donc, voilà. Donc c'est là, l'objectif, c'est toujours, en fait, l'innovation, ça a un coût, ça nécessite un budget et ça implique des ressources. Donc l'objectif, c'est de faire des efforts d'innovation sur les enjeux où il y a les plus forts potentiels. Donc c'est ça tout l'intérêt de cette démarche. Donc là, je vais prendre quelques exemples pour illustrer nous, on appelle des défis d'éco-conception. Si on prend un smartphone, donc là, c'est ce qu'on voit en bleu. Le principal impact d'un smartphone, il est dans sa production. Il n'est pas dans son usage ou dans son transport ou dans sa fin de vie. Euh, et donc, c'est sur la production qu'il faut travailler. Donc, il y a différents défis qu'on peut avoir. On peut avoir un défi de réduction de l'impact à la fabrication, mais on peut, et par exemple, c'est le parti pris de Fairphone, d'avoir un objectif d'augmenter la durée de vie du téléphone. Comme ça, ramener sur une année, l'impact environnemental d'un téléphone sera plus faible. Donc là, par exemple, ce qu'on voit entre les deux diagrammes, c'est un smartphone qu'on va utiliser entre 2 et 3 ans, c'est la durée de vie classique d'un téléphone, versus un Fairphone qui aura été réparé et qu'on va plutôt utiliser 5 ans. Donc on voit qu'on réduit l'impact. Ça, c'est un type d'exemple. Je vais prendre un autre exemple qui est intéressant, c'est le four. Et surtout que j'ai deux fours différents, donc le four industriel versus le four domestique. Donc le four industriel à gauche, on voit que 95% de son impact, c'est à l'utilisation, c'est sa consommation d'énergie à l'utilisation. Alors que le four domestique, c'est l'inverse, son principal impact, il est à la fabrication. Euh, En fait, c'est assez logique, c'est tout simplement parce que le four industriel, il a un usage extrêmement intensif. Il est utilisé quasiment 24 heures sur 24 à des hautes températures, alors que le four domestique, il est utilisé que de temps en temps. Mais ce qui est important de remarquer, c'est que comme les enjeux environnementaux sont différents, les axes d'innovation, les défis d'éco-conception doivent être différents aussi, quoi. Et donc là, l'intérêt, c'est de cibler les bons axes d'innovation. Donc, par exemple, sur un four industriel, l'axe d'innovation principal, c'est d'améliorer l'efficacité du four. Je vais prendre un exemple qui vient du monde de l'automobile, de la mobilité. Dans l'automobile, en tout cas, un des enjeux majeurs, c'est de réduire la consommation et, et donc le poids des véhicules, qui est un axe d'innovation fort. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que si on redescend sur un des composants, cet axe d'innovation, ou sur un des fournisseurs, par exemple, là, chez Renault, ils ont un axe d'innovation qui est de réduire le poids des vitres. Et donc, on peut assez rapidement euh, évaluer l'impact environnemental de cette innovation, de ces innovations. Donc ce qu'on voit, c'est que réduire de 6 kilos le poids des vitres, ça permet de réduire de 0,4 grammes les émissions de CO2 au kilomètre. Je reviens sur un autre point qui est important en éco-conception, c'est que pendant la phase du projet, donc on a l'évaluation environnementale, elle permet d'identifier les hotspots, mais cette évaluation environnementale, au cours du projet, elle nous permet aussi de piloter les transferts d'impact, donc d'arbitrer les choix technologiques en pilotant les transferts d'impact, parce que souvent, en réduisant l'impact d'un côté, on a le risque de l'augmenter d'un autre côté. Donc, que ça soit en réduisant, par exemple, l'impact à l'usage, on peut augmenter l'impact à la fabrication. On va réduire l'impact sur le changement climatique, mais on va augmenter l'impact sur les matières premières. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes
pour pas aller dans une fausse direction, avoir une fausse bonne idée et donc dépenser des ressources et des budgets sur des axes d'innovation qui, in fine, ne seraient pas pertinents d'un point de vue environnemental. Donc là, pareil, bon, je vais pas m'attarder trop sur cet exemple que vous devez tous connaître, mais effectivement, quand on passe des moteurs thermiques aux moteurs électriques, on va vers l'électrification du, de la mobilité ou du parc automobile. Effectivement, on réduit les impacts sur la combustion du fioul, évidemment, mais en contrepartie, on augmente les impacts sur la production des batteries. Et, euh, et donc, c'est des choses qu'il faut mesurer pour pas avoir des axes d'innovation qui soient pas pertinents. Je vais prendre un autre exemple pour sortir un peu de la mobilité et qui est extrêmement parlant. Si on regarde le diagramme de gauche, c'est l'impact environnemental d'un point lumineux, d'un lampadaire qui est raccordé au réseau électrique. Et donc, on voit en gris foncé, c'est l'impact des travaux. Il y a 38% des impacts qui sont liés aux travaux sur la rue pour les raccorder au réseau électrique. Donc, une des idées qu'on peut avoir, c'est de se dire, on va plus le raccorder au réseau et on va remplacer l'électricité du réseau par un panneau photovoltaïque. Et là, on fait typiquement ce qu'on appelle un transfert d'impact, c'est qu'effectivement, on va réduire de beaucoup euh, la- l'impact du raccordement au réseau, mais on va d'augmenter encore plus l'impact de l'électronique qui est lié au photovoltaïque. Donc, c'est typiquement une innovation qui, d'un point de vue environnemental, n'est pas pertinente. Donc, voilà. Donc, juste pour résumer, bien comprendre les enjeux environnementaux, c'est capital pour identifier des pistes d'innovation pertinentes. C'est vraiment le point à retenir. Et, et moi, j'ajouterais un autre point, c'est que l'éco-conception, il faut avoir en tête que c'est un processus itératif. C'est-à-dire que la première fois qu'une entreprise met en place un processus, une démarche d'éco-conception, euh, on va commencer à identifier les enjeux environnementaux, on va commencer à identifier des défis d'éco-conception possibles. Et quand on va identifier ces défis d'éco-conception, on va prendre conscience qu'il nous manque des compétences, parce qu'on va des fois devoir aborder des problématiques nouvelles, donc il va falloir intégrer des nouveaux métiers ou des nouveaux partenaires. Quand on va commencer à identifier des solutions, on va avoir des problèmes, par exemple, de transfert d'impact, donc qui vont créer d'autres problèmes. Et donc, c'est vraiment un processus itératif. Et donc, ce qui est important dans une démarche d'éco-conception, c'est de capitaliser sur toutes les étapes pour pouvoir petit à petit entraîner l'entreprise sur des démarches d'éco-conception de plus en plus ambitieuses. Donc ça, c'est peut-être un diagramme que vous avez déjà vu. Souvent, on parle de niveau 1 quand on parle d'amélioration de produit, de niveau 2 quand on reconçoit le produit globalement, c'est-à-dire qu'on travaille euh, sur vraiment le produit au global et pas sur un assemblage de composants. Le niveau 3, c'est sur l'innovation des fonctions. Donc là, on va modifier les fonctions du produit. Et le niveau 4, c'est vraiment quand on change le système, voire le modèle d'affaires. Donc, je prends un exemple très concret. Par exemple, Michelin, qui est assez leader sur ces questions-là, sur des pneus, au-delà de modifier les pneus, ils ont proposé un service pour augmenter la durée de vie des pneus. C'est un service de location des pneus et sur les poids lourds. Et ce service, ce qui est intéressant, euh, c'est que par leur maîtrise du pneu et du juste service qu'ils doivent apporter, ils permettent vraiment de réduire le nombre de pneus utilisés. Et donc, ils disent on utilise aujourd'hui 20 pneus, là où autrefois on utilisait 64 pneus pour le même usage, juste parce qu'ils prennent le service et donc, c'est eux qui ajustent le gonflage, c'est eux qui conseillent les chauffeurs sur l'usage des pneus et la bonne conduite, et c'est eux qui rechappent les pneus au bon moment. Donc voilà, donc
C'est pour montrer que la démarche d'éco-conception, ça peut aller loin, mais que ça se fait étape par étape. Euh, voilà. Et un dernier point sur lequel j'insisterai, euh, c'est qu'une démarche d'éco-conception, euh, elle doit passer un certain nombre d'étapes. Et donc, c'est important que les défis d'éco-conception qu'on se fixe soient cohérents avec les autres aspects du projet, notamment les aspects euh, commerciaux, marketing, les aspects business. Euh, donc, bon, je vais prendre quelques exemples très rapides, mais dans une entreprise, quand un groupe est engagé, a déjà des engagements environnementaux, typiquement de décarbonation, ben, ça va être beaucoup plus facile d'avancer un projet qui permet d'atteindre ses objectifs que de travailler sur d'autres enjeux environnementaux, parce qu'on va beaucoup plus facilement engager l'entreprise, les équipes et les COMEX dans ce projet. C'est également plus facile d'engager un projet d'éco-conception s'il permet, par exemple, à la fin d'atteindre un écolabel qui va être un moyen de communication, de communiquer les vertus environnementales du projet. Et enfin, dernier point, les enjeux environnementaux marketing, c'est de bien comprendre les enjeux sur la chaîne de valeur et donc de pas chercher à comprendre uniquement ces enjeux environnementaux, mais aussi les enjeux environnementaux de ses clients. Voilà. Et je terminerai là-dessus, juste pour revenir sur l'exemple du four industriel qui avait des enjeux environnementaux à l'usage, qui consomme beaucoup d'électricité. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que les clients, donc les industriels qui utilisent ce four, sont souvent engagés dans des démarches de décarbonation. Et donc, proposer aux entreprises des fours industriels qui consomment moins, ça permet à ces entreprises de réduire leur impact carbone. Donc, c'est une innovation qui peut trouver une résonance dans les engagements environnementaux des clients. Et ça, c'est particulièrement, c'est une bonne manière aussi d'aborder l'éco-conception. Euh, voilà, bah, j'espère avoir pas été trop long et vous avoir partagé rapidement le lien entre l'éco-conception et les potentiels d'innovation. Merci beaucoup Yannick, c'était très clair et en effet plein de pistes à creuser et une transition parfaite pour la prochaine et dernière intervention. Euh, Christian, je vais pouvoir te donner la parole pour cette fois-ci un retour concret de voilà comment on peut appliquer ces défis au quotidien avec le retour d'expérience de Mobion. Je peux te laisser partager ton écran et nous expliquer ce que vous avez souhaité mis en place et des retours que tu souhaites Ah, on voit mon écran. nous faire. Oui, Parfait. Je vais lancer le diaporama. Très bien. Donc, je, je vous fais cette petite présentation qui va revenir sur cette notion de design sous contrainte qui m'a beaucoup plu comme titre. Parce que, effectivement, si auparavant, on avait tendance à faire nos designs sous contrainte économique, là, on va être obligé de les faire sous contrainte d'approvisionnement, puisque je ne sais pas si vous avez vu ce rapport de la Cour des comptes européenne qui est sorti fin janvier, mais je vous enverrai le lien. Il est très intéressant, on peut le télécharger intégralement ici. En gros, il explique que l'Europe est sous contrainte d'approvisionnement d'à peu près toutes les matières critiques et donc stratégiques. Clairement, on va être obligé de penser notre industrie totalement différemment. Je vais vous parler, moi, de pérennité programmée circulaire. Donc, c'est une formidable, effectivement, transition, puisque ça vient juste d'être abordé. Cette notion de l'économie de la fonctionnalité de la coopération, on va vendre un service plutôt que de vendre un bien d'équipement. C'est la direction dans laquelle Mobion s'est dirigé depuis plus de 10 ans maintenant. La société a été créée en 2012. Et je vais... alors, juste un petit mot, petite publicité perso. J'ai un livre qui sort le 30 mars sur façonner une industrie circulaire robuste. Le robuste, on l'a attribué à Olivier Hamon, que je connais bien. On a interviewé d'ailleurs dans ce livre. On a fait une trentaine d'interviews et
24 prospectives d'entreprises qui pourraient pivoter vers une industrie circulaire et gagner en compétitivité et en marge. Évidemment, en souveraineté et tous ces sujets dont je viens de parler avant. Là, j'ai une vidéo, je ne sais pas, elle fait qu'1 minute 30. Est-ce que je la passe, Éléonore, ou vous préférez que je, je fasse un Oh résumé bon, très court? oh bon, en 1 minute 30, c'est bon. Par contre, juste, est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus fort parce qu'il y a du bruit derrière vous et le son est pas tout à fait. Et oui, je suis désolé, je suis pas dans un endroit je suis pas dans mon bureau, j'étais en déplacement aujourd'hui. Est-ce que vous m'entendez bien là? Je vais m'approcher. Oui, non, mais n'hésitez pas à monter un peu plus le son et pour la vidéo, il n'y a pas de problème. J'espère que le son va passer. J'ai prévu normalement que ça passe, mais en général, ça fonctionne. C'est C'est bon bon. le son? Mobion est le seul constructeur de scooters électriques Origine France Garantie. L'AFNOR certifie que 76,49% de notre coût de revient industriel est acquis en France. La particularité la plus intéressante de Mobion est que nous ne vendons pas de scooters. Nous ne vendons que l'usage de nos scooters. À la fin du contrat de service, nous récupérons le scooter, nous le démontons intégralement, puisque c'est une conception démontable. Cela nous permet de réemployer la plupart des composants que nous pouvons remanufacturer, puisqu'ils sont toujours conformes, comme les aimants permanents, les bobinages en cuivre des moteurs, l'électronique de puissance ou les batteries. Par ailleurs, les composants qui ont une durée de vie plus limitée, comme les polymères, les plastiques, les joints, les roulements par exemple, ils sont recyclés. Et de très bonne manière, puisque comme ils sont démontables, les matières premières sont séparées, il est donc possible de faire un recyclage optimal. L'avantage de ce modèle réside dans le fait qu'on amortit les composants plutôt que le produit, ce qui diminue le coût de revient industriel. Mobion est passé d'une industrie linéaire à une industrie circulaire. Le réemploi de 62% de nos composants, représentant 78% de la valeur de notre produit, nous permet d'avoir l'offre la plus compétitive d'Europe, avec une réduction d'impact de près de 90%. Ce modèle de pérennité programmée circulaire est par définition local, ce qui nous permet de dire, c'est parce que nous fabriquons en France que nous sommes moins chers. Alors juste pour faire une petite présentation de l'entreprise, notre prospective, c'est d'avoir des véhicules de mobilité de proximité pour le milieu rural, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que la problématique de mobilité de proximité était surtout rurale. En France, on a des transports en commun qui fonctionnent bien, mais dès qu'on sort de la ville, c'est beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, le seul véhicule qui soit disponible dans notre offre, c'est le scooter dont je vais vous parler maintenant. Alors, juste pour vous donner une idée du marché, aujourd'hui en France, il y a à peu près 840 000 équivalents 50 qui roulent tous les jours. Donc, évidemment, ils sont pratiquement tous thermiques. Le potentiel pour le scooter électrique est énorme. Et si on regarde au niveau européen, on est à 7,4 millions de véhicules. Donc, il y a de quoi faire. Petite notion intéressante. Quand on regarde l'éviction de pétrole grâce à la mobilité électrique, on s'aperçoit qu'en fait, les scooters, donc les 2 roues et 3 roues, donc motos et petits véhicules tricycles, représentent l'évitement d'à peu près 1 million de barils par jour. C'est la plus grosse partie. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on évite plus avec les 2 roues qu'avec les bus, par exemple. Ça, c'est une source Bloomberg, si vous voulez aller la regarder. Pareil, je vous donnerai les liens fonctionnent, donc je vous donnerai la présentation. Petite notion pour venir à la conception maintenant. On a fait un petit travail avec Mobion qui montre comment notre scooter électrique entre 96 et 2025, je ne vais même plus te dire 2026 puisqu'on est en 2026 maintenant, en fait l'évolution du scooter électrique, il y en a une, mais elle est finalement limitée qu'à une toute petite partie de la nomenclature du scooter. En fait, il y a des tas de technologies qu'on utilise encore aujourd'hui qui étaient déjà disponibles en 96. Et donc, on s'aperçoit que finalement, contrairement à ce qu'on pense tous, la technologie évolue, mais elle évolue pas si vite que ça, et en tout cas, elle évolue pas dans tous les domaines. C'est-à-dire que quand on regarde, par exemple, le moteur électrique, il existe depuis bien plus qu'un siècle,
Et les dernières évolutions sur le moteur électrique, elles sont très très faibles, même s'il y en a un. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais en tout cas, on peut très facilement faire durer une technologie très longtemps. Et je dis toujours comme ça, on ne réinvente pas la roue, mais on ne réinvente pas non plus les transistors, on ne réinvente pas plein de technologies qui sont là depuis très très longtemps. Et ça, c'est important. Et c'est pareil au niveau du design, contrairement à ce qu'on pense. Vous voyez, ça, c'est un véhicule des années 90 et ça, c'est le véhicule d'aujourd'hui. Il y a une évolution en termes de design, mais elle n'est pas complète. C'est-à-dire, on n'a pas l'impression d'être passé de la préhistoire au futur. Il y a une évolution, mais elle n'est pas si importante que ça. Et donc, ça va m'amener vers ce sujet qui est que, en fait, on peut envisager l'obsolescence d'une autre manière que uniquement par l'obsolescence du bien par son caractère sexy ou attirant. En fait, on peut regarder l'obsolescence sur un plan beaucoup plus technique. Et c'est très intéressant puisque, en fait, on a chez Mobion depuis 12 ans maintenant imaginé un modèle de pérennité programmée, c'est-à-dire le contraire de l'obsolescence programmée. Et ce modèle, on l'a conçu grâce à 4 grands piliers qui nous permettent alors évidemment, il y a la conception, mais nous, on parle plus de conception démontable et modulaire qui permet justement cette mise à jour des technologies qui évoluent. La vente à l'usage, puisqu'on ne vend plus nos biens d'équipement, on ne fait que la vente de l'usage de nos biens d'équipement. Donc, on est sur des notions de performance d'usage, bien abordées tout à l'heure avec l'idée des pneus de Michelin. Et puis, évidemment, on va aller vers une industrie circulaire qui est locale, parce qu'on n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour reconditionner, réparer, reconditionner, remanufacturer. Et ça va nous permettre un point qui est très important sur un plan de la comptabilité et de la gestion, c'est que grâce à ce modèle de réemploi des composants, on va pouvoir adapter un mode comptable qu'on appelle la comptabilité par composant, qui existe déjà au BOFIP. Ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé chez Mobion. En fait, c'est disponible depuis 2016 pour les biens mobiliers. Et donc, ça nous permet de pouvoir amortir nos composants métalliques, notamment ceux qui coûtent le plus cher dans notre nomenclature, sur des durées beaucoup plus longues, et par conséquent avoir un coût de revient industriel qui est beaucoup plus bas, ce qui nous permet de pouvoir dire c'est parce qu'on fabrique en France qu'on est moins cher. En fait, c'est parce qu'on fabrique circulaire et qu'on a cette démarche de gestion comptable qu'on arrive à améliorer notre compétitivité par rapport à nos concurrents asiatiques. Alors, juste pour regarder vite fait, c'est quoi Scooter as a Service? Aujourd'hui, on n'est plus à 78% de réemploi, on a encore amélioré, on est à 83% de réemploi. On a un prix de revient qui est toujours à peu près la même chose. Nos emplois sont non délocalisables. On a des prix qui sont très bas. On a descendu encore le prix. Maintenant, on est à 35 € par mois. On a des frais de mise en service, donc un premier loyer qui commence à 400 € et qui est en moyenne à 800 pour les grosses entreprises. On a un contrat de maintenance qui est inclus dans notre modèle, c'est-à-dire que évidemment il va varier en fonction du nombre de kilomètres, mais nos clients ne sont jamais responsables de la maintenance. C'est-à-dire que chez nous, la performance d'usage inclut évidemment cette notion de maintenance, donc tout ce qui est consommable, mais aussi toutes les difficultés qui pourraient être rencontrées au cours de l'usage, elles sont prises en compte. On a évidemment un indicateur de réparabilité qui a été fait sur la base de l'indice de réparabilité, mais le scooter n'y appartient pas, donc qui est très élevé, on est à 9,1 sur 10. Et puis, vous le verrez, je vais vous montrer, on a fait notre ACV, on va même sortir un nouvel ACV sur l'aspect EFC avec l'ADEME, ça sort le 30 mars aussi. Donc, je vous parlerai ça tout à l'heure. Et je vous parlais d'amortissement. En fait, aujourd'hui, on est limité à 20 ans, mais on est en train de travailler avec l'autorité des normes comptables pour faire augmenter cette durée d'amortissement à bien au-delà de 20 ans et peut-être même sur certains matériaux, considérer qu'on ne doit plus les amortir, mais seulement les immobiliser et plus les amortir. Alors, évidemment, cette nouvelle manière de vendre nous fait garder un lien avec nos produits. Donc, on a une IoT qui nous permet de pouvoir suivre
une maintenance prédictive, d'avoir évidemment de la géolocalisation, de pouvoir détecter des chocs, de travailler sur la partie éco-conduite, qui est un chantier qui est en cours encore chez nous, mais qui va améliorer beaucoup notre qualité de prédiction. Ensuite, voilà quelques images du site donc, qui est dans le nord de la France. Un point important, dans l'éco-conception, on s'est rendu compte que certains de nos sous-ensembles importants en termes de valeur, et je parle des batteries en l'occurrence, on ne pouvait pas les faire durer aussi longtemps qu'on l'aurait souhaité pour des raisons on va dire techniques. Là, en l'occurrence, c'est l'électrochimie quand elle vieillit, quand la batterie n'est pas thermorégulée, on finit par emballer son propre vieillissement. Et donc, on a imaginé une éco-conception qui prévoit la seconde vie. C'est-à-dire que les batteries de nos scooters sont prévues à la conception pour servir en stockage stationnaire sans avoir besoin de les modifier. Et ça, c'est vraiment important. Donc on passe d'un modèle scooter as a service à un modèle storage as a service, ce qui nous fait rester en mode SaaS, qui plaît beaucoup aux investisseurs. C'est une petite blague, mais le fait est que cette notion d'avoir du revenu récurrent est important pour la vision que les investisseurs ont de ces modèles-là. Je vais vous montrer des petits détails de conception qui permettent d'arriver à des résultats qui sont incroyables. Notamment, je ne sais pas si vous voyez cette carte électronique, et elle a une sœur qui est un convertisseur de puissance. Et je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. En fait, on a mis tous les composants d'un seul côté, et au-dessous, on a fait un PCB en aluminium, et ça nous permet de faire ça. Je vais vous montrer une petite vidéo qui est très courte. Là, on parle de quelques secondes, et ça va vous permettre de comprendre ce qu'on peut faire avec une carte électronique qui a été éco-conçue pour la réparabilité. En fait, on va juste changer des composants. Là, ce sont des MOSFET. Ils ont une durée de vie qui peut être limitée pour des raisons d'usage. Et en fait, plutôt que de jeter toute la carte, on va juste remplacer quelques composants. Donc, évidemment, en termes de coût, quand ça a été pensé à l'avance, vous avez un coût total de possession qui est très bas, puisque ça a été pensé pour ça. De même, vous voyez, tout a été pensé avec des connecteurs très rapides, ce qui fait que pour démonter ce sous-ensemble-là, en l'occurrence, qui est la batterie, c'est très rapide. Je vais vous montrer aussi une conception de moteur qui est très intéressante, sur un plan économique et sur un plan technique. Alors, sur un plan économique, il faut voir que 93% de la valeur de ce moteur peut être amorti sur 20 ans, puisqu'on parle de métaux qui n'ont pas vraiment de durée de vie. On parle du cuivre qui ne vieillit pas, des électroaimants, des aimants permanents. Je dis toujours, c'est pas moi qui ai inventé le nom. En fait, ils ne perdent pas de propriété en étant utilisés. Le carter en aluminium anodisé, toutes ces pièces, si on ne les colle pas et qu'on ne met pas de résine, va pouvoir démonter pour remplacer les roulements et puis les petits capteurs électroniques qui sont là, c'est quelques minutes de travail. Et donc, pour conserver plus de 90% de la valeur de la nomenclature, je vais avoir à remplacer seulement 7% de la valeur. Donc, si je l'ai pensé en amont, et donc j'ai imaginé une démontabilité qui me permet de pouvoir remplacer très rapidement, parce que je sais au départ que je vais devoir changer mes roulements et mes petits capteurs à effet Hall. Donc, j'ai conçu le moteur pour ça. Important, c'est amusant et c'est contre-intuitif, mais il faut savoir qu'un scooter électrique Mobion, en émissions de CO2, c'est moins qu'un vélo électrique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un travail qu'on a fait avec le Shift Project en utilisant une étude d'impact qui a été faite en 2020 et un travail qu'on a fait sur notre ACV et qui a permis d'arriver à ces résultats-là. Et en termes de prix, on est le déplacement le moins coûteux, tout compris, hors assurance évidemment, parce que l'assurance va dépendre beaucoup du conducteur. L'étude d'impact ACV dont je parlais, il y en a une nouvelle qui va sortir là dans quelques jours, qui est déjà faite et qui a été faite avec l'ADEME pour mesurer l'impact de l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Et donc vous voyez, ça c'est le scooter Mobion par rapport à un autre scooter électrique, par rapport à un scooter thermique. Par rapport à un scooter thermique, donc ce qu'il y a actuellement sur le marché, on est 8 fois moins impactant. Intéressant en termes de business, on s'aperçoit que le business, si on le regarde au niveau du cash, c'est très très intéressant. En fait, c'est un business qui est très difficile à financer au début parce que
Il y a une problématique de financement long terme dans laquelle je ne pourrais pas rentrer maintenant, mais qui est vraiment très importante et dont le statut comptable peut modifier beaucoup la manière dont on la traite. Mais ce n'est pas un business qui a des problèmes de BFR. C'est un business qui a besoin de financement long terme. Si on a du financement long terme, il n'y a aucun problème. C'est un business qui peut générer beaucoup de cash. Voilà, j'ai essayé de faire très vite. J'espère que ça convient. Merci, c'était très clair et très instructif. C'était vraiment très intéressant. Merci encore à tous les trois d'être venus nous parler de vos sujets. Je vous rappelle que les questions-réponses sont ouvertes sur le chat, donc n'hésitez pas si vous souhaitez interagir. Il y en a une première. Une question, à partir de quelle perte de SOH vous proposez de remplacer la batterie? C'est à moi que la question est posée. Je pense. Oui, alors on a développé un petit algorithme qui nous permet de savoir quand cet emballement du vieillissement est provoqué par la résistance interne des accumulateurs. Donc la question technique, elle va dépendre de ce petit algorithme qui est une sorte de SOH interne, puisque on n'est pas sur un SOH classique, puisque nous, on ne considère pas que la batterie a une seule vie, mais deux. Donc, on a défini notre propre SOH. C'est un peu difficile de répondre à cette question, mais en tout cas, ce que je peux répondre rapidement, c'est que ça va dépendre de l'intégrité des accumulateurs et notamment de leur résistance interne. Si c'est un connaisseur des batteries qui veut en savoir plus, vous pouvez lui donner mes coordonnées, je serai ravi d'échanger. Ok, ben, du coup, dans le petit questionnaire à la fin du webinaire, vous pourrez écrire si vous souhaitez être mis en relation avec un des intervenants justement pour creuser un peu plus un sujet. Et je pense qu'en effet, c'est quelqu'un qui travaille vraiment spécifiquement sur les batteries et qui avait une question technique. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Hop. Bon, moi, je pense que ça a été trop clair. C'est sympa. Euh, alors, le petit questionnaire dont je vous parlais, l'idée, c'est de pouvoir répondre par rapport à ce webinaire. Déjà, nous, ça nous permet de nous améliorer en permanence sur les sujets qui vous intéressent et la façon de les traiter. Et ce que je vous disais tout à l'heure, si vous souhaitez creuser peut-être un peu plus un sujet en détail, n'hésitez pas. Nous, on peut faire des mises en relation avec les intervenants qui étaient présents aujourd'hui pour avancer sur ces sujets-là. Je vais vous remercier une dernière fois et vous souhaiter une très très bonne après-midi. Et alors, je serais ravi d'échanger avec les deux panélistes, d'autres panélistes, pardon, qui Et étaient. ben c'est prévu de toute façon. On aura les coordonnées de tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, bonne Bonne journée. journée. Au revoir.